Je me présente, je m'appelle Jean-Joseph Batardière. Je suis le délégué général de la CPME des Pays de la Loire, qui est partenaire depuis le début de l'aventure Digital Change. Et j'aurai le plaisir d'animer ce jour un atelier tout de suite avec l'entreprise NEMA. Je vais d'ailleurs inviter les participants de cette table ronde à me rejoindre, s'il vous plaît. Madame Florence Sarzeau, qui est la gérante de l'entreprise, Madame Christine Guégan, et puis également Monsieur Christophe Compara. Bienvenue, mesdames et messieurs. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur l'objet de cet atelier, puis pour vous présenter également l'entreprise NEMA avant qu'on commence à dérouler cet atelier. Alors, NEMA, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un organisme de formation qui est installé à Saint-Nazaire, spécialisé dans la prévention des risques professionnels. Son activité se distingue sur 3 champs métiers. Tout d'abord, le champ de la formation, avec une clientèle principalement on va dire Loire-Atlantique, et puis sur les 2 autres activités, le conseil et l'assistance technique, on est plutôt sur une zone de chalandise métropolitaine avec les DOM-TOM. On est plutôt sur une cible client des entreprises de la TPE 30 personnes jusqu'à la petite ETI à 300 collaborateurs. Au 1er janvier, vous aviez 21 collaborateurs, dont 5 formateurs en CDI, et vous avez réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 1,1 million d'euros. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais d'abord présenter mes co-partenaires, donc Madame Florence Sarzeau, qui est la cofondatrice et la co-créatrice avec Laurent de NEMA, qui est plus particulièrement en charge du développement, qu'il soit pédagogique et commercial, et à l'intérieur de ce domaine d'activité, plus particulièrement des modalités en réalité virtuelle et en digital. Madame Christine Guégan est coordinatrice PEDA, actrice du projet depuis le départ, on va le voir tout à l'heure, c'est un process un petit peu particulier, elle a été partie prenante puis collaboratrice de l'entreprise. Et enfin, Monsieur Christophe Compara est responsable projet à l'OPCO Entreprise de proximité. Il aura l'honneur et le privilège de clôturer cet atelier avec sa vision experte et opérationnelle en tant que prescripteur. Je pense que j'ai la main, voilà. Alors, pour celles et ceux qui voudraient réagir, on ne va pas prendre des questions au cours de l'atelier qui va être présenté. On va avoir environ 35 minutes d'échange entre nous. Pour autant, si vous aviez des questions, le plus simple, c'est d'ouvrir sur votre mobile, dans votre navigateur préféré, le site web evals.fr. Il n'y a pas besoin d'avoir d'application. Vous vous connectez, vous entrez le code DC20. C'est ce que vous avez sur la slide derrière moi, peu importe que ce soit minuscule ou majuscule, et puis vous allez comme ça pouvoir poser vos questions. Il y aura un modérateur qui, à la fin, proposera 3-4 interrogations que vous auriez pu avoir à poser à nos intervenantes prioritairement. À la fin de cet atelier, il y aura également ce qu'on appelle un atelier post-témoignage, et je vais demander très rapidement à Géraldine Lecoq de présenter cet atelier. Bonjour à tous, donc je suis Géraldine Lecoq, la fondatrice de la société Askeli, et donc j'aurai le plaisir de vous retrouver après la conférence, pour ceux qui le souhaitent, pour un moment d'échange avec les intervenants en comité plus restreint, et ça se passera dans la salle qui est juste derrière, qu'on appelle le bocal. Donc on vous attendra ici, et puis on partira ensemble dans la salle. Voilà, bonne conférence. Merci beaucoup. Alors, le plus simple, c'est peut-être de revenir en arrière. On va revenir à la fin de l'année 2015 ou au tout début 2016. Florence, vous êtes donc à la tête de l'entreprise, et puis il y a quelque chose qui se passe, une conférence, et qui va tout changer. Qu'est-ce qui se passe justement ? Nous sommes invités à une conférence organisée par Audacity, qui est la marque de territoire de la Carène et de Saint-Nazaire, animée par Patrick Pirat, qui était à l'époque président d'Audacity et responsable du service recherche et développement des chantiers de l'Atlantique. Et au cours de cette conférence, il nous sensibilise sur le fait qu'une étude d'Oxford prédise la disparition de 50% des métiers actuels dans un horizon des 20 prochaines années. C'est-à-dire qu'on va avoir une transformation numérique des métiers et qui vont faire que 50% des métiers actuels vont disparaître dans les 20 prochaines années.
il nous explique par la suite que les entreprises qui ne prennent pas aujourd'hui le pas de la digitalisation seront les premières à disparaître. Donc, avec Laurent, mon associé, on ressort de cette conférence en se disant nous, on n'a pas envie de mourir tout de suite. Hein. C'est mieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour survivre hein, très clairement, on n'en a aucune idée, on ne sait pas, on n'est pas du tout dans le digital. Hein. Et donc, on sollicite hein, l'intervenant, Patrick Pirat, pour venir voir ce qu'on fait et savoir s'il a des pistes de digitalisation de nos activités. Et il nous consacre alors près de 2 heures hein, dans l'entreprise. Et il nous met en relation, il nous donne des pistes pour voir ce qu'on peut découvrir dans le digital à ce moment-là. Pas forcément la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, le digital, les usages du digital. C'est ça, exactement. Et il nous met en relation, par contre, avec des acteurs de la réalité virtuelle en disant peut-être qu'il peut y avoir des choses là-dedans qui vous intéressent. Hein. Super. Donc, il nous avait expliqué également que les entreprises hein, qui se lançaient dans le digital hein, et qui réussissaient devaient le faire sur leur cœur de métier, sur leur point fort pour pouvoir s'en sortir, qu'il ne fallait pas prendre le digital comme une fin en soi, mais partir du cœur de métier et voir comment on pouvait le digitaliser. Très bien. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas de collaborateur dédié au digital, vous n'avez pas de chargé de com digital, il n'y a pas d'informaticien, rien. Donc on part véritablement d'une feuille blanche. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Alors ensuite, on a eu la chance d'avoir une expérience un peu particulière sur notre territoire. Le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, a mis en œuvre une expérience d'intelligence collective en disant tous ceux qui ont un projet, tous ceux qui ont une envie, tous ceux qui ont un défi peuvent poster leur défi sur des réseaux sociaux et puis après en présentiel lors d'une grande réunion à l'hippodrome de Pornichet avec donc c'était le 16 novembre 2016. Ils ont réuni 800 personnes à l'hippodrome en disant tous ceux qui veulent venir voir, ils viennent. Et c'est à cette occasion-là qu'on a rencontré Christine. Hein. Le début d'une nouvelle aventure. Voilà. Donc on a cet aspect, vous bénéficiez au départ d'une initiative du CJD Saint-Nazaire. Donc, vie à ceux qui seraient de la région, il faut les solliciter. Qu'est-ce qui s'enclenche ensuite ? Donc, ce jour-là, en fait, on poste 2 projets. Un sur le e-learning. Dans notre métier de la formation, c'est quelque chose qui est déjà enclenché. Et puis, un sur la réalité virtuelle. On met un petit post-it sur un tableau. Comment utiliser la réalité virtuelle en formation, prévention des risques professionnels. Et puis, bien, au bout de quelques minutes, les organisateurs, en fait, ont regroupé nos 2 projets et nous ont fait une table. Et en invitant tous ceux qui souhaitaient aller s'asseoir autour de cette table à venir participer à l'aventure. Et on s'est retrouvés à 8 autour de cette table avec des profils complètement différents. On a eu un qualiticien d'Airbus, on a eu une assistante de direction d'une entreprise de paysagisme qui voulait voir quels pouvaient être les usages commerciaux de la réalité virtuelle. On a eu Christine qui passait là par hasard. Jamais de hasard. Qui, elle, sortait d'une reconversion dans la digitalisation de la formation. Donc, pas tout à fait le hasard sur notre projet quand même. On a eu un passionné d'audiovisuel qui voulait découvrir un petit peu la réalité virtuelle. On a eu un petit jeune geek qui vendait des casques en carton de réalité virtuelle. Et puis, petit à petit, comme ça, on s'est retrouvés à 8 autour de la table. Et vous les avez fédérés autour de quel objectif ? L'objectif qui était affiché, comment utiliser la réalité virtuelle dans une formation. Et du coup, au cours de la journée, on a fait un brainstorming, on a phosphoré pendant toute la journée. Et le résultat a été assez magique parce qu'à la fin de la journée, les objectifs étaient déterminés.
et notamment affiné. On allait sur la prévention des chutes de hauteur, puisque les chutes de hauteur représentent plus de la moitié des accidents mortels en France. Et on allait sur l'outil de réalité virtuelle, vraiment, et ce qu'on pouvait en faire. Alors, vous bénéficiez d'un premier effet d'aubaine avec la participation à cette journée avec le CJD. Deuxième effet d'aubaine, vous êtes à proximité d'un très bel outil à Moutoir de Bretagne. Vous allez les voir, vous les sollicitez. C'est M. Piria qui initie la démarche. C'est exactement ça, en fait. Patrick Pirat, qui avait animé la première conférence, nous donne les coordonnées de la directrice du CIRV, le Centre industriel de réalité virtuelle, qui était installé, qui est toujours installé, mais sous un autre nom, maintenant c'est Clarté, à Montoire. Et donc, on est reçu par la directrice, qui nous voit d'abord arriver comme un peu des touristes. Vous n'avez pas le profil Airbus ou les chantiers navals qui étaient plutôt les utilisateurs au départ. C'est ça, ils utilisent 90% du temps de la structure. Et du coup, il nous a fallu une petite demi-heure pour réussir à lui faire comprendre qu'on avait un vrai projet, qu'on était vraiment intéressés. Et du coup, quand elle a vu qu'on avait un vrai projet, elle nous a ouvert en grand les portes du CIRV. Et ils nous ont accompagnés, ils nous ont organisé donc un premier rendez-vous avec l'ensemble du groupe d'intelligence collective et ils nous ont fait découvrir les possibilités de l'outil. Christine, qu'est-ce qui se passe pendant ces 6 mois? C'est environ le temps qu'a duré de l'initiative, du lancement du groupe de travail jusqu'au développement de l'outil dont on va vous parler tout de suite. On travaille sur l'outil, on met en place, donc on avait défini nos prérequis. C'était en fait effectivement la prévention des risques professionnels, notamment les chutes de hauteur. On avait identifié très vite que en prévention, on ne peut pas faire provoquer l'apprentissage par l'erreur. Donc on réfléchit à tout ça et on monte un scénario avec cet outil. Ce qui a été, c'était que c'était effectivement, on pouvait aller beaucoup plus loin que si on avait été en présentiel. Et donc, du coup, on monte ce scénario, on le teste, on affine. Et puis après, effectivement, il y a tout l'accompagnement, parce qu'il y a tous ces gens qui étaient rentrés dans la boucle, mais aussi en fait, toute l'équipe pédagogique qui était amenée à l'utiliser, qu'il fallait effectivement accompagner dans la prise en main de cette fameux outil. Donc, on a commencé à l'utiliser. Très rapidement, on s'est dit, en fait, on a monté une sorte de FAQ quelque part, une foire aux questions. Et puis, en fait, très vite, on a identifié les petits grains de sable dans l'engrenage. Et très rapidement, en fait, on a développé des stratégies pour contourner ces difficultés. Donc, petit à petit, en alimentant tout ça, on s'est familiarisé avec l'outil. On a quelque part, les gens se sont nos formateurs se sont appropriés l'outil et c'est rentré en fait dans nos usages d'utilisation. D'accord. Alors si on revient sur l'outil, parce que le visuel que vous avez, qui est projeté, c'est l'outil concrètement dans son cru. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu? Alors on va peut-être pas faire un focus trop technologique, mais qu'est-ce qui est utilisé comme réalité virtuelle? Alors en fait, c'est un outil de réalité mixte, c'est-à-dire qu'on allie à la fois le réel et le virtuel. Un utilisateur stagiaire va arriver dans une pièce où est installé un vrai échafaudage, mais au sol. Et donc, quand il va monter sur l'échafaudage, on va lui installer le casque de réalité virtuelle. Et là, il va se trouver basculé à 45 mètres de haut dans un environnement industriel. Et il va basculer dans un autre monde, puisqu'on va en même temps faire appel à l'ensemble de ses sens, puisqu'il a la vue par le casque, mais il a également les sensations haptiques en déplacement sur l'échafaudage. On va lui rajouter des sensations avec le vent, en mettant un ventilo. On va également stimuler son odorat et on va également stimuler son ouïe puisqu'on lui rajoute un casque audio et qu'on travaille avec lui sur une mise en situation avec des bruits de chantier, mais également un accompagnateur dans la démarche. La mise en situation, elle dure combien de temps environ? 7 minutes. Il ne faut pas aller au-delà?
Alors, on a beaucoup travaillé pendant les 6 mois, justement, là-dessus. Alors qu'en fait, on a commencé à travailler dessus, c'est qu'on a mis en place des outils d'alerte. Parce qu'en fait, quand on nous a présenté la réalité virtuelle, moi, je sortais d'une formation en digital, hein, mais la réalité virtuelle en digital, je ne l'avais pas utilisée. Donc, je me suis dit, d'abord, quels usages peuvent être faits dans le cadre de la formation. Et pendant 6 mois, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis petit à petit, j'avais mis les outils, on commençait à porter leurs fruits, j'ai commencé à avoir de la ressource. Et notamment, ce qui était intéressant, c'était de la ressource par rapport à l'usage qu'on pouvait en avoir et les limites en fait, de ces usages, notamment en termes de temps. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait qu'on ne doit pas immerger les gens plus de 15 à 20 minutes. 20 minutes, c'est grand max. Donc effectivement, petit à petit, on a pu collecter de la donnée et voir comment on allait affiner. Donc on savait aussi qu'on avait une contrainte de temps dans l'utilisation. C'est une notion qui apparaît maintenant sur les boîtes des casques de réalité virtuelle. Quand on a acheté notre premier casque, il n'y avait pas la notion de temps ni d'âge. Et maintenant, sur les boîtes, c'est indiqué. Moins de 10 ans, interdit? Alors non, c'est moins de 16. C'est moins de 16 ans? Moins de 16 ans, les casques de réalité virtuelle. Bon, ils ne sont pas sur les échafaudages à cet âge-là, a priori. C'est ça. Mais... Est-ce qu'on pourrait revenir sur les partenaires que vous avez eus? Donc, on a le groupe de travail, 8 personnes bénévoles. Oui, complètement bénévoles. Qui vous accompagnent, qui donnent de leur temps. Le nombre d'heures à peu près qu'ils ont donné au projet? Bonne question. On n'a pas compté notre temps du tout. On s'est réunis. Une réunion par semaine? Oui, à peu près. Une réunion par semaine à raison de 3 heures à peu près par semaine, pendant 6 mois. Les prestataires qui vous ont accompagné? Alors, le CIRV en tout premier lieu, le Centre industriel de réalité virtuelle. On a eu affaire à un graphiste, un web designer, Créasynth. Alors là, qu'on a vraiment sélectionné pour un objectif précis. Et puis, on a eu également affaire à des soutiens financiers, puisque notre projet rentrait dans le cadre d'une POC, une Proof of Concept, qui nous donnait accès à des financements particuliers, et notamment un financement régional qui s'appelle Premier Pas Territoire Innovation, qui nous a subventionné une partie de nos investissements. Donc, c'est une aide du Conseil régional pour accompagner l'innovation au sein des entreprises. Quel a été le discours du premier partenaire, le CIRV? Hervé. Ils vous ont donné un conseil que vous attendiez peut-être pas forcément au départ? C'est ça. On a été surpris. Ils nous ont demandé de nous fixer aucune limite. Que ce soit dans tout ce qu'on pouvait imaginer, il fallait leur soumettre l'idée. Ils avaient peur qu'on se fixe nous-mêmes des freins. Et donc, ils nous ont demandé pas de limite, pas de frein. Si jamais il y a un moment où la technologie ne peut pas répondre à vos idées, on vous le dira. Mais en attendant, aucune limite. Et du coup, nous, c'est quelque chose qu'on a dupliqué dans le groupe projet, puisqu'on a demandé à l'ensemble du groupe projet de fonctionner de cette façon-là, aussi bien d'un point de vue idée créative que d'un point de vue financier. On leur a dit, on pose toutes les idées et pour l'instant, on ne compte pas les sous. On ne met aucune limite financière. Si jamais un jour ça arrive, qu'on est en limite de budget, on vous le dira. Mais c'est pas arrivé. Tant mieux. Voilà. Donc on était vraiment sur l'usage. Oui. Qu'est-ce que vous attendiez de cet outil-là avec l'usage final? L'usage, c'est vraiment une sensibilisation au risque de chute de hauteur et d'apprendre à l'opérateur qui travaille sur un échafaudage ou sur une autre situation de travail en hauteur, d'être capable de dire non, je n'y vais pas, c'est dangereux. Donc c'était vraiment un changement de comportement face à la prise de risque. C'était vraiment notre objectif final en utilisant la pédagogie par l'erreur. Donc on est sur un changement de comportement, donc on a aussi un changement d'accompagnement de la part de vos collaborateurs formateurs. Comment ça s'est passé? Première réaction? La première réaction, en fait, elle n'est pas surprenante. C'est une réaction de peur. En fait, on est sur du changement, donc effectivement, un peu de frein. Et puis, voilà, une fois qu'on a eu testé, qu'on a mis tout ça en place et qu'en fait, finalement, on a levé tous ces freins, finalement, ils ont plutôt bien adhéré. Surtout qu'en fait, ça modifiait également leur posture de formateur parce qu'en fait, ils n'étaient plus simplement... Enfin, c'est pas, j'aime pas le terme simplement, mais ils n'étaient plus
uniquement formateurs, mais ils devenaient animateurs dans ces scénarios, puisqu'en fait, on les immerge et on leur raconte quelque part une histoire. On raconte une histoire à notre public. Donc, ils devenaient animateurs et en fait, ils jouaient un rôle. Donc, c'était un changement de posture. Et puis, une fois cette première frayeur par rapport à l'outil, en se disant finalement, ce n'est pas insurmontable, et finalement, une certaine attractivité pour en fait, ce nouvel aspect de leur métier. Alors 100% de convaincus ou des réfractaires? Ça aurait été trop simple. Il nous en reste un, mais on y travaille encore. On a bon la vidéo d'ailleurs de cet atelier. Non, mais on ne l'a pas amené, il n'est pas venu avec nous, parce que sinon, par principe, il aurait résisté. Je sais que vous aviez une inquiétude au fur et à mesure que le projet s'est développé, surtout en travaillant avec une personne sur le design. L'objectif, c'est quand même, comme vous le voyez ici, on est très très proche de la réalité. Vous aviez une crainte par rapport à la perception qu'allaient avoir les utilisateurs face à ce nouvel outil, tout sauf un jeu vidéo. Parce que lorsqu'on est à 45 mètres, ce n'est pas un jeu. Non, effectivement, notre métier ne se prête pas du tout au jeu. On fait quelque chose de sérieux, de réglementaire. On est là pour travailler sur la préservation de la santé et de la sécurité des salariés dans leur milieu professionnel. Et donc, on avait une crainte vis-à-vis de la RV, de la réalité virtuelle. C'était que notre outil soit associé à l'image globale de la réalité virtuelle, c'est-à-dire aux jeux vidéo. Et on voulait absolument faire tout ce qui était en notre pouvoir pour que les gens, quand ils soient sous notre casque, ne s'identifient pas du tout à un jeu vidéo et qu'ils comprennent que c'était la réalité et que ce n'était pas un jeu. Donc la première fois où vous leur avez mis un casque, quand ils se sont retrouvés en immersion dans un univers totalement différent, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis peut-être au préalable, rappeler quelle est votre cible au niveau des utilisateurs, parce qu'on a une catégorie, on va dire, socio-professionnelle assez Notre identifiée. Notre public est composé à 90% d'ouvriers. Ouvriers de l'industrie et même plus particulièrement de la métallurgie. Donc c'est un public déjà pour qui la formation n'est pas quelque chose d'inné. Mais en plus, les outils technologiques encore moins. Ils en sont très, très éloignés. Et donc, on avait quelques craintes quant à leur adhésion face à ce nouvel outil. Et en fait, nos craintes se sont envolées, mais immédiatement, dès qu'on a mis les premières personnes sous casque. Ils le mettent peut-être pas volontairement avec un enthousiasme débordant. C'est ça. Et quand ils ressortent et en enlevant le casque, c'est quoi la première réaction? Pour tout le monde, waouh! On y a cru, on y était. C'est magique, votre outil. On a eu un taux d'adhésion phénoménal. On a aujourd'hui passé plus de 3000 personnes sur la scène sous casque. On a très, très peu de personnes réticentes. Quand je dis très peu, c'est moins d'une dizaine. D'accord. Et ce dont vous vous êtes rendu compte aussi, c'est que ces personnes étaient en plus ambassadeurs de ces nouvelles technologies auprès de leurs proches? Alors en plus, en fonction de la classe d'âge, en fait, plus on va vers un public de stagiaires un petit peu plus âgés, plus on a d'adhésion, parce qu'en plus, à la sortie, c'est quand je vais dire ça en rentrant à mes enfants ce soir que j'ai utilisé de la réalité virtuelle. On a un phénomène qui s'amplifie du waouh sur moi, j'ai été sous casque. Donc on a de la fierté, on a de l'adhésion complète. Et du coup, ça a aussi permis de faire adhérer nos formateurs qui, au tout début, étaient aussi un petit peu réticents. Quand ils ont vu la réaction des utilisateurs finaux, ça les a poussés à aller vers le dispositif Satisfaction aussi. client. Oui, puis ils ont été vraiment bons parce que du coup, il y a tout un travail de préparation. Les gens, avant de les immerger, il faut vraiment les préparer à ce qu'ils vont avoir pour pas justement qu'ils soient effrayés. Et ils ont été vraiment excellents dans ce rôle. Donc vous vous retrouvez avec un superbe outil, avec un nouvel usage. Et puis 6 mois après, vous vous posez la question, tiens, mais comment je vais faire pour le vendre? Alors, c'est peut-être pas à conseiller pour toutes les entreprises, mais lorsqu'on est dans un process d'innovation, des fois on se fait embarquer. Là,
Vous avez trouvé le ou les débouchés, vous allez nous le préciser? Oui, alors effectivement, on a eu une démarche entrepreneuriale un petit peu surprenante. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé par étudier le modèle économique. Alors, ce qui est un petit peu particulier, puisqu'on n'avait pas mis de frein sur le montant des dépenses, mais on n'avait pas non plus imaginé comment on allait le vendre, notre produit. Et d'ailleurs, c'est un petit peu dans cette démarche d'innovation que c'est important, je trouve, de dire que les subventions dont on a pu bénéficier, les organismes financeurs ne nous ont jamais demandé non plus, pour nous verser ces subventions, quel modèle économique on avait derrière. Hein. C'est une démarche forte du Conseil régional et de la région d'accompagner l'innovation sans forcément avoir justement des études de marché, etc., pour pousser les chefs d'entreprise. Parce qu'on est bien d'accord, c'est la vision entrepreneuriale qui pousse l'entreprise de manière à ce que vous puissiez avancer. Alors, Donc, le ou les modèles, ça se alors, concrétise comment aujourd'hui? Alors, on a plusieurs modèles économiques qui sont sortis du produit, en fait. Hein. Une fois qu'on avait créé notre outil, notre produit, on s'est dit, bon, allez, maintenant, il faut qu'on le vende quand même. On a réussi à faire quelque chose, c'est beau, c'est bien, il faut qu'on arrive à le vendre. Et donc, on l'utilise sous 2 formats différents. Soit en formation, comme une nouvelle modalité pédagogique que l'on inclut dans nos formations classiques en face-à-face pédagogique. Donc, ça veut dire qu'on a une partie... Quand on fait une formation à l'utilisation, la vérification, la réception d'échafaudage, on a une partie théorique en face-à-face classique, on a une partie sur un échafaudage en pratique et on a une partie en réalité virtuelle avec les stagiaires émergés. Donc ça, c'est une des applications. C'est la bonification de ce que vous aviez avant comme activité traditionnelle avec un usage nouveau via le digital. Alors, ce qui nous a permis d'augmenter nos volumes de formation sur cette typologie de formation, l'échafaudage, qui n'était pas une formation majoritaire au sein de NEMA, mais du coup, on a augmenté les volumes de formation en échafaudage. In situ, chez vous, dans votre entreprise? Tout à fait. Et puis, le deuxième modèle économique qu'on avait, celui-là, pas du tout imaginé en vente produit, c'est ce qu'on appelle dans nos jargons professionnels les safety days. En fait, ce sont des journées de sensibilisation à la sécurité qui sont réalisées en entreprise. Et donc là, en fait, on a été sollicité par de très gros groupes qui avaient un petit peu envie de faire le buzz avec de l'ARV, un nouvel outil, un nouvel usage de réalité virtuelle, qui sont venus tester le produit chez nous, qui sont venus le découvrir par petites délégations avec des responsables plus ou moins hauts des entreprises. Et au bout du compte, qui nous ont dit, mais c'est magique, comment vous pouvez faire pour venir le faire chez nous? Et donc, on se déplace maintenant. Donc, on a investi dans un camion, un deuxième équipement d'échafaudage, un deuxième casque. On a tout doublé l'équipement. Et on se déplace dans l'entreprise et on vend une prestation clé en main complète sur une journée où on est capable de passer 70 personnes en sensibilisation à la prévention des chutes de hauteur. Donc on est plus sur un aspect formation, plutôt sensibilisation, nouvelle offre de service. Tout à fait. Nouveaux clients. Nouveaux clients, donc développement de l'activité, oui. Forcément. On va revenir juste sur les joies de la technique, parce qu'en 2016, il n'y a pas de collaborateurs dédiés au digital, à l'informatique, etc. À aujourd'hui, Christine, qui était partie prenante, bénévole, vous l'avez recrutée? Oui, effectivement, à la fin du projet, quand on a eu le produit créé et qu'on a voulu commencer à l'utiliser, on lui a fait une offre d'embauche qu'elle a acceptée. Depuis, elle fait partie des effectifs et elle est en charge de poursuivre la digitalisation de NEMA. Comment on accompagne? Alors, on a parlé de vos formateurs. Forcément, dans l'usage, ce n'est pas inné de savoir comment installer le casque, les outils qu'on a vus tout à l'heure, les ordinateurs, etc. Comment vous accompagnez au quotidien, aussi bien l'apprenant que le formateur, pour qu'il y ait de moins en moins de petits bugs, parce que ça arrive toujours, ou ça peut arriver? Je pense qu'on les a à peu près tous eus, parce que maintenant on est dans une notion de répétition. Donc quand ils arrivent, on est prêt. Vous êtes rodé. On est rodé. Bon, il y a eu des fois, en fait, il y a eu quand même des grands moments de solitude. On
a eu des grands moments de solitude, mais finalement, on a toujours finalement réussi à surmonter ça. Déjà, parce qu'en fait, je pense qu'on avait une bonne étoile autour de nous. On a toujours eu, quand ça nous est arrivé, des techniciens qui avaient participé au projet et donc qui ont pu nous aider. Et puis, finalement, là aussi, on a appris quelque part, nous aussi, on a appris de nos erreurs. Et on a capitalisé ça, si vous voulez. Non seulement on l'a capitalisé, mais on l'a formalisé. Donc, c'est... comme ça que c'en est finalement tout simplement une notice d'utilisation. C'est comme ça, en fait, finalement, qu'on a mis en place toutes ces questions-réponses. Et aujourd'hui, finalement, on se rend compte que quand on va sur l'extérieur et qu'on monte le matériel, on a, en gain de temps, on a divisé notre temps, je pense, peut-être par 2 par rapport aux premières fois. Et puis, je pense qu'on a aussi pris de l'assurance. On est devenu plus confiant. Et puis, à notre grande joie, je vois de la technique, mais à notre grande joie aussi, c'est que le matériel, il évolue tous les jours et de manière exponentielle. Donc, la première innovation sur la RV qu'on a mis en place, on avait carrément la tour, le monstre. Et aujourd'hui, en fait, on peut faire tourner cette scène sur un portable. Donc, en mise en œuvre, déjà, on a gagné. Nous, en fait, on souffle. Et c'est une excellente chose. Donc finalement, il y a plein de choses. Et en fait, les évolutions, elles sont quotidiennes. Et effectivement, en les suivant, ça nous simplifie grandement la vie. Donc ça veut dire qu'il y a de la veille aussi qui s'est mis en place? Ah oui, on est tout sans arrêt en veille. Donc en veille sur les outils, en veille sur les utilisations, en veille sur en fait finalement les conséquences que peuvent avoir ces outils. Et puis on est plusieurs à être en veille. On essaie de se répartir les outils de veille et puis de mettre tout ça en collaboratif de temps en temps pour faire un petit point d'étape. Donc 2015, pas de digital. 2020, c'est quasiment des pionniers. NEMA est aujourd'hui complètement digitalisé. En fait, cette première étape a été une vraie révélation pour nous, une vraie découverte. Et depuis, on a digitalisé l'ensemble des process de l'entreprise. Ça va du recrutement au financier, à tous nos supports. Tout passe par le digital et le cloud en particulier qu'on utilise quotidiennement. Alors pour finir sur des notes positives, forcément, il y a une date qui est marquante pour vous, le 8 juin 2017. L'entreprise fête ses 10 ans, conférence de presse, point presse, et là, orienté par rapport à cette nouvelle opportunité pour vous, et puis ça fait le buzz. Voilà, on ne s'y attend pas spécialement. On convoque quand même une conférence de presse. La presse locale, régionale et la presse spécialisée, digitalisation, innovation répondent. On se retrouve avec des articles, des TV qui viennent nous voir. Et puis, ça fait vraiment un petit buzz médiatique. Et surtout, ça change complètement l'image de notre société. Moi, j'ai une expression que j'utilise régulièrement. On était vus comme des vendeurs de cartons cassettes, ce qui n'est pas forcément très valorisant dans notre profession. Et là, on se retrouve à être une entreprise innovante qui utilise de la réalité virtuelle, qui est capable de faire de la recherche et développement, d'établir des cahiers des charges. Et on a complètement changé d'image auprès des entreprises, de notre bassin d'emploi et largement au-delà de certains grands groupes. Donc une certaine veille du dirigeant fait qu'un an et demi ou 2 ans après, nouveau service, nouvelle offre, nouveaux produits, nouveau positionnement, nouvelle notoriété. Oui. On a un investissement, alors on en a parlé. Est-ce qu'on pourrait avoir un ordre d'idée du montant? Oui, alors investissement, matériel et équipement. Tout compris, puisqu'on est sur de la réalité mixte, il faut bien comprendre que notre équipement, c'est aussi de l'échafaudage, des ventilateurs et choses comme ça. On est à 24 600 €. En développement, on n'atteint pas tout à fait les 30 000 €. Donc, ça fait un budget global à peu près de 55 000 € en coût. Et puis, on a bénéficié d'aides et subventions. On a eu un crédit d'impôt compétitivité, CICE, à hauteur de 6 500 € à peu près. Alors, on avait une base faible parce qu'effectivement, notre échafaudage, notre ventilateur et tout ce qui ne rentrait pas dans du matériel vraiment innovant
n'était pas Un pris en compte. échafaudage, c'est pas très innovant. C'est ça. Et on a eu donc une subvention Premier Pas Territoire Innovation qui nous a été versée très rapidement puisque elle nous a été versée sur les fonds, sur l'accompagnement du CIRV. Prise en charge, conseil et accompagnement. Voilà, à hauteur de 70%, on a été financé sur la prestation du CIRV. Et aujourd'hui, il vous a fallu combien de temps pour amortir cet investissement au niveau de l'entreprise? À peine 18 mois. Donc c'est pas mal. Pas mal. Pas mal. À tel point qu'il y a de nouveaux projets, forcément. Alors, c'est même plus des projets. En fait, on a continué. On a développé une deuxième scène de réalité virtuelle où là, on a corrigé un petit peu les erreurs de développement qu'on avait pu avoir sur la première. Sur la première, on était parti du virtuel pour créer notre environnement réel, ce qui nous a posé quelques difficultés de cadrage, on va dire. Donc, pour la deuxième, on est parti du réel et on a dupliqué dans le monde virtuel. Et donc là, on a un simulateur de conduite en nacelle qui est déjà opérationnel, qui, lui, pour l'instant, a un modèle économique plus formation, mais qu'on utilise encore aussi quelquefois en Safety Day. Et puis là, on est parti sur un nouveau projet, encore de plus grande ampleur, qui, là, va mettre en œuvre de la réalité augmentée. Aujourd'hui, vos concurrents, est-ce qu'il y en a qui utilisent pour ce type de prévention est-ce qu'il y en a qui utilisent ce type de produit? Ça a dû donner envie à d'autres parce que forcément, oui. ils font de la veille aussi. Voilà, on a été copiés. On a été plagiés. Alors, heureusement, on avait déposé notre nom auprès de l'INPI et on a pu prouver en fait qu'il y avait du plagiat. Et donc, on a un concurrent, un très gros... Alors, c'est même pas un concurrent, là, c'est un très gros industriel de l'échafaudage qui avait essayé de refaire la même chose que nous. D'accord. Mais on a réussi à le bloquer juste à la sortie de son produit. Et effectivement, on a aujourd'hui des concurrents qui essayent d'utiliser la réalité virtuelle dans leur formation. Il faut toujours être en avance. Donc, c'est ça. Je vais finir avec deux questions. La première, c'est... vous nous avez fait part d'une difficulté qui peut être intéressante aussi de partager dans le cadre de la définition de la valeur d'un nouveau service. Comment vous avez fonctionné? Parce qu'il y a des très gros acteurs qui sont arrivés aussi. Parce que, en fait, NEMA étant reconnu, a bénéficié de la notoriété et a été invité sur différents salons. Alors, je pense à Laval Virtual, où vous aviez un stand qui vous avait été proposé. Il y a quelqu'un qui est arrivé qui vous a dit « Bon, je vous rachète ». Alors, il ne voulait pas nous acheter NEMA complètement, il voulait acheter notre produit. Et sous l'effet de la surprise et de la non-anticipation, on lui a dit bah non, il n'est pas à vendre. Nous, on a prévu de l'utiliser dans nos formations. Donc non, on ne vend pas. On ne sait pas combien ça coûte déjà. On n'est pas capable de vous donner un prix. Donc désolé, à bientôt, au revoir. On ne les a jamais revus. Bon. Si vous aviez un conseil à donner à toutes les personnes qui sont dans la salle, entre la posture entrepreneuriale que vous aviez en 2015 et la posture entrepreneuriale que vous avez là aujourd'hui, après avoir vécu tout ça, toute cette aventure humaine? Alors, je pense que ce qui ressort de toute cette aventure, parce que ça reste une aventure exceptionnelle, c'est le fait de dire... si on a vraiment une idée, si vraiment dans notre cœur de métier, on est capable de focaliser sur un projet, l'envie dépasse tout, on y arrive, mais je pense qu'aujourd'hui, si on avait à retravailler, on retravaillerait un petit peu notre modèle économique un petit peu plus tôt dans notre organisation. Ça a été exceptionnel de ne pas avoir de frein au démarrage, mais il y a un moment donné où il faut peut-être anticiper les choses pour éviter que ça nous arrive à nouveau d'avoir une proposition et qu'on ne soit pas capable d'y répondre. Monsieur Compara, on va avoir l'œil de l'expert. Ce que je vous propose, c'est de nous faire un petit compte-rendu. On est normalement dans le timing. Je parle sous la haute autorité
OK. Le pouce levé veut dire que oui. Oui, c'est bon. Merci Jean-Joseph. Alors, moins qu'un expert, l'idée, c'est peut-être merci pour ce témoignage magnifique, très intéressant. Merci beaucoup. Et c'est d'essayer peut-être à partir de ce témoignage de tirer le fil de ce qui pourrait être la réussite d'un plan de transformation digitale réussi. J'ai noté dans ce que vous avez pu évoquer toutes les deux, finalement quatre grandes étapes. La première qui est fondatrice, c'est la prise de conscience. C'est la façon dont vous expliquez qu'en tant qu'entrepreneur, il aura fallu cette première réunion, cette conférence, pour vous faire comprendre qu'il était temps d'enclencher quelque chose. Alors, dit comme ça ressemble à une lapalissade, mais il y a bien une vérité derrière, c'est qu'à l'origine d'un plan de transformation, digitale en l'occurrence, il y a bien l'initiative et la volonté farouche d'un entrepreneur. Donc il y a ce premier acte fondateur qui est à intégrer dans un plan de transformation digitale. On a passé cette étape de la prise de conscience et vous avez évoqué finalement le mode projet que vous avez enclenché. Moi, ce que je retiens, c'est que vous avez su comprendre, on vous y a aidé avec les partenaires que vous avez rencontrés sur le territoire, que l'objet, le sujet n'était pas celui immédiatement de la technologie, mais était plutôt celui de votre projet, de vos valeurs, de la façon dont vous alliez revisiter votre offre sans limite, sans frein a priori, et surtout pas en vous disant « mais je n'ai pas la ressource chez moi ». Et ce que je note, et ce qui est assez réjouissant quand on fait partie les uns et les autres de ces animateurs du territoire, c'est la façon dont l'intelligence collective, telle que vous l'avez utilisé précisément ce mot, les ressources du territoire ont pu être mobilisées au service de votre projet et de son déploiement. Donc je retiens comme deuxième élément fort de ce plan de transformation digitale cette idée que vous avez su ne pas être bloqué sur l'absence de technicité, pour le dire simplement, mais que vous avez su rester sur cette idée de valeur. Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment on innove? Comment on prend ce virage? Et après, finalement, on avise, mais savoir ouvrir les chakras, en quelque sorte. Troisième élément, alors moi, j'y ai vu presque le cas d'école idéal, écoutez, parce que au regard de ce qu'on a pu observer, nous, depuis maintenant 3 ans, ici en Pays de Loire, des transformations numériques des entreprises qu'on accompagne, j'y ai retrouvé pratiquement trait sur trait, et dans le bon ordre en plus, chacun des éléments qui sont constitutifs d'un plan de transformation digitale réussi. Qu'avez-vous évoqué? Vous avez évoqué la nécessité d'acculturer les équipes. C'est-à-dire que quand on s'engage dans un plan de transformation digitale, il faut s'assurer qu'on parle tous la même langue. C'est un bon début pour se comprendre, mais vous avez bien évoqué cette nécessité d'accompagnement au changement et d'embarquer les équipes. Vous avez forcément évoqué la façon dont votre métier évoluait. Ce passage entre une approche qui était celle d'un opérateur qui distribuait des cartons cassettes pour aller vers autre chose. Donc le métier fondamentalement évolue. Vous avez bien évoqué la façon dont on s'engageait sur de nouveaux modes de travail. La digitalisation de l'offre, cette idée que par le passé on était dans une prestation en présentiel et que maintenant on est sur une autre modalité, c'est bien une nouvelle façon de définir son mode de travail. Alors, vous l'avez un peu moins dit, mais permettez-moi pour ma démonstration de vous dire que très certainement, vous avez dû aussi, forcément, en vous interrogeant sur votre cœur de métier, sur une nouvelle culture des collaborateurs, sur une nouvelle organisation du travail, tout ça ne se fait pas sans relais. Donc, il faut pouvoir s'appuyer sur un encadrement intermédiaire, de proximité, mais en tout cas, le management est un élément essentiel, angulaire, de la transformation et de la transformation digitale de votre organisation. Il y a quelque chose que j'ai retenu, la transformation digitale, on a pu observer que ça modifie assez radicalement le rapport au temps et à l'exercice du temps. On connaît les uns et les autres les affres d'une boîte mail qui se remplit de 50 ou 100 mails quand on a une journée absent du bureau, l'impérieuse nécessité d'y répondre très très vite. On voit bien que voilà, les échelles de temps et d'espace sont assez largement modifiées et que finalement, le processus de changement que vous avez initié, qui a peut-être pu rencontrer des freins ou des obstacles, génère finalement une capacité à l'agilité. C'est un peu comme une nouvelle hygiène de vie dans l'entreprise où, à partir de ce premier projet, on comprend que vous avez pu, avec vos équipes, acquérir des réflexes qui vous rendent plus souple, plus open sur votre environnement et un peu plus et beaucoup plus en capacité de réaction.
Autre élément constitutif, vous l'avez évoqué, d'un plan de transformation numérique réussi, la communication que vous avez pu réaliser autour de ce projet. Et puis, dans cette idée d'un changement ou d'une capacité au changement ou à l'innovation, l'idée de la veille. Là aussi, dans ce qu'on a pu observer et accompagner des transformations digitales des entreprises, ça fait partie des éléments fondateurs et récurrents. Alors, et puis, du coup, comme on est un petit peu dans le monde de l'entreprise, il y a un dernier aspect qui a été abordé, que je note, c'est celui du modèle économique et des aspects budgétaires. Alors là, je ne sais pas si on est dans l'épure et dans le cas d'école de la transformation idéale telle qu'on l'envisageait précédemment, parce que finalement, ce que j'entends, c'est que vous avez bien ressenti l'impérieuse nécessité du changement, mais au moment où vous décidez de poser ce premier pied dans cette nouvelle réalité, virtuelle en l'espèce, ou demain augmentée, il n'y a pas derrière de business plan tel qu'on l'attend ordinairement d'un entrepreneur. Alors bon, finalement, moi ça m'arrange bien dans ma démonstration, puisque je vous dis qu'au début, ce qui est fondateur d'un plan de transformation digitale réussi, c'est votre implication à vous, entrepreneur. Donc ça accrédite cette idée. Ce que je note, c'est que finalement, je le livre à votre sagacité, mais est-ce que le sujet numérique n'est pas un sujet où une offre renouvelée crée le marché? C'est un peu ce que vous nous avez expliqué. Vous vous êtes engagé sur une transformation, vous avez su produire de nouveaux objets, et ces objets ont déclenché de nouveaux marchés. Donc, on a su inventer et on a su presque d'une certaine façon créer ou renouveler le besoin. Donc, ça fait sans doute partie aussi de cette agilité ou de cette plasticité intellectuelle qui est attendue du sujet numérique. C'est qu'il faut vraiment se mettre dans ces conditions d'innovation et d'être tellement en avance qu'on est peut-être, à cet instant-là, un poil en avance ou en amont du besoin qui n'est pas encore exprimé ou matérialisé. Je finirai bien sur une boutade quand on dit que finalement le numérique transforme le rapport au temps, à l'espace. Il me semble que ce que vous avez incarné, c'est que quand au Moyen-Âge, celui qui entamait au milieu d'une forêt un grand trajet avait au milieu de son passage quelques bandits qui lui disaient la bourse ou la vie, il me semble que vous avez incarné dans la nouvelle forêt de notre monde contemporain cette idée que c'était le digital ou la mort. C'est-à-dire que moins que de définir absolument une progression de part de marché, ce plan de transformation digitale, ça a peut-être été aussi une réponse au thème « Si je ne fais rien, je ne suis plus demain ». Voilà. Merci à tous. Merci Christophe. Alors on va prendre les questions qui vont apparaître. Quel organisme a réalisé le module ? Le module de formation ? Alors, si c'est pour la plateforme d'échafaudage numérique, c'est-à-dire la scène de réalité virtuelle, c'est le CIRV en collaboration avec l'agence Créasynth, qui est un web designer. Donc le web designer design, et puis le CIRV, c'est tout ce qui est plutôt... voilà, mais en musique, les événements de la scène. On a choisi Créasynth pour une raison très très particulière. C'était le seul développeur qu'on avait dans notre région qui était vraiment axé sur l'industrie. Et il choisissait... Enfin, nous, on l'a choisi parce que ça n'avait rien à voir justement avec du jeu. Il s'accroche aux détails du réel de l'industrie. Et il avait déjà des expériences dans ce domaine-là. Et vous êtes toujours en relation avec lui ? Il nous a développé notre deuxième scène et on commence à travailler. Joker. Okay. Question suivante. Pour quelles raisons certaines personnes sont restées réticentes ? Mais 68 ? C'est ça. Non, je pense que c'est la peur. La peur, en fait, on la voit dans nos échafaudages. Échafaudage, barricade. Il y a deux réactions quand vous êtes des gens qui sont sensibles à la hauteur. Il y a deux réactions. Il y a le premier, en fait, qui reste comme le lapin, qui est figé sur la route, qui voit la voiture arriver, qui peut tellement pétrifier qu'il ne peut plus bouger. Et puis, il y a celui qui prend ses jambes à son cou. Et puis après, il y a effectivement la personne qui va réussir à surmonter ça. Et effectivement, là, il y a tout un accompagnement à mettre en œuvre. Donc, effectivement, on a un souci quand même à 45 mètres de haut, c'est le vertige. Chose qu'on n'imagine pas forcément, mais la scène retranscrit tellement le réel
que quelqu'un qui a le vertige en réel, hein, quand il met le casque, hein, il a le vertige sous casque. Hein. Donc, effectivement, ça crée des réticences, hein, des peurs. Hein. Et puis, deuxième chose, on a eu 1 ou 2 personnes hein, qui ont été réticentes à l'outil en lui-même. Hein. Alors, pour des problèmes de vue, principalement, des gens qui ont une grosse correction optique, hein, pour pouvoir enfiler le casque, ils sont obligés d'enlever leurs lunettes hein, quand elles sont trop épaisses. Hein. Et du coup, ça les yeux n'accommodent plus correctement. Et donc, l'outil en lui-même crée des nausées. Et de manière très isolée, il y a certaines personnes qui sont absolument insensibles à la réalité virtuelle. Ça ne leur fait rien. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est un problème de champ visuel ou de... Mais par contre, ça, je l'ai vu sur tous les stagiaires. J'en ai peut-être vu en 2 ou 3 qui sont totalement hermétiques à ça, puisque de toute façon, ça ne produit pas. Ils n'ont pas cette sensation de 3D. Oui. Et puis, on a eu 1 ou 2 personnes qui, en enlevant le casque, nous disaient « Bon, c'est pas vrai ». Donc, ça fait une petite dizaine de personnes sur les 3000 qui sont passées sous casque. Ouais. Bon. Alors, sachant que le vertige, hein, on a même des gens qui ont le vertige, hein, qui adhèrent quand même à la situation. Donc, qui se retrouvent cramponnés à 4 pattes sur l'échafaudage, hein, qui ne s'en rendent pas compte. Hein, ils n'ont peut-être pas choisi le bon métier s'ils ont déjà le vertige. C'est ça. Alors, c'est devenu, du coup, c'est utilisé par certains de nos clients comme outil de détection du vertige pour des gens qui veulent aller faire travailler en hauteur. Et donc, on a 2 clients qui l'utilisent de cette façon-là. On a eu un autre nouvel usage qui est la capacité de management. La capacité à faire passer des consignes hein, et également les capacités à respecter des consignes passées. Hein, puisqu'on passe des consignes à la personne immergée et en fonction de sa capacité à, on va dire, respecter les consignes, on a un client qui l'utilise en modalité de management. Très bien. Est-ce qu'on a une 3e question ? Vos indicateurs pour justifier la baisse d'accidentologie dans les entreprises suite à votre outil, enfin, l'utilisation ou à l'application de l'outil au sein de l'entreprise cible ? Alors, ce qui se passe, on le voit surtout, sur la formation, c'est peut-être difficilement quantifiable. Par contre, sur les journées sécurité, on a un mode opératoire, c'est-à-dire qu'on rencontre les clients, on définit leurs problématiques, quels sont nos objectifs, hein, et on établit nos scénarios derrière. Et quand on anime ces fameuses journées sécurité, on tient en fait nos statistiques et on fait un retour à nos clients. Et ce qu'on demande à nos clients en contrepartie, c'est en fait de revenir vers nous quelques temps après pour nous faire un retour par rapport à ça. Si ça a provoqué finalement effectivement un changement de comportement, si ça a eu les effets escomptés. Donc c'est à peu près c'est notre façon de revenir vers le client et d'obtenir ces fameuses informations. On a mis en place un système de feedback avec nos clients justement pour vérifier les effets réels de nos mises en situation. Et je suppose que s'ils reviennent, c'est qu'ils sont convaincus aussi ? Oui. Plus de questions, Régie ? Ok. Donc écoutez, je vous propose de remercier par vos applaudissements chaleureux nos intervenantes. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre expérience. Et puis pour celles et ceux qui voudraient poursuivre les débats, je vous propose de suivre Géraldine qui va nous emmener, peu importe. Donc je vous propose de suivre Géraldine. L'idée, c'est que vous puissiez échanger et poser toutes les questions que vous auriez éventuellement, parce que c'est vrai qu'en lisant les questions, on peut avoir des personnes réticentes à utiliser, comme des personnes réticentes au sein de l'entreprise. Donc comme ça, vous pourrez affiner encore plus avec nos deux témoins. Merci beaucoup.